Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans Question d'actu. 90 minutes pour décortiquer l'actualité nationale et internationale. Le projet de loi de finances 2023 adopté hier par l'Assemblée populaire nationale a noté en premier lieu le changement dans l'élaboration de cette loi de finances. C'est la première loi préparée et exécutée conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. Elle vise à atteindre davantage de discipline et de rigueur dans les dépenses notamment, qui se sont vues justement revues à la hausse pour les 3 années à venir. L'élaboration du projet de loi de finances 2023 a été faite sur la base d'un prix référentiel prévisionnel du baril de pétrole de $60 pour la période allant de 2023 à 2025. On en parlera dans notre premier plateau avec nos experts. La crise sociale engendrée par la crise économique au Maroc ne cesse de s'exacerber, poussant le peuple marocain à sortir dans la rue pour protester contre la cherté de la vie, le licenciement abusif des travailleurs et la marginalisation, et dénoncer la politique répressive du Marzen. Ce sera le deuxième thème de notre plateau. Avec nos invités, nous parlerons également de l'impact sur la sécurité régionale. Et grand événement sportif ce mois de novembre, la Coupe du monde du Qatar de football. Le pays affiche des ambitions de taille dans le domaine du sport. Il y a quasiment 10 ans, en décembre 2010, l'État qatari obtenait l'organisation de la Coupe du monde 2022. Pour un pays comme le Qatar, cela signifiait beaucoup. Mais depuis quelques mois, un acharnement sans précédent a été lancé contre le Qatar, jusqu'à appeler au boycott de l'événement. Le Qatar bashing, on en parle également ce soir. Mais pour commencer, nous parlerons de politique budgétaire du projet de loi de finances, ce qui va changer en 2023. Je vous propose de revenir d'abord sur les principaux amendements introduits dans ce projet de loi de finances avec Amel Bouarba. Le projet de loi de finances 2023 a été donc adopté à la majorité absolue. Sur une quarantaine d'amendements proposés, 12 ont été retenus. Cette loi de finances, qui est basée sur un prix référentiel de $60 le baril de pétrole, comporte plusieurs points forts, notamment l'augmentation des salaires, des pensions, des retraites et des allocations de chômage. Autant de mesures qui visent à améliorer le pouvoir d'achat et préserver les acquis sociaux. Il s'agit principalement de la décision prise par le président de la République des augmentations de salaires, plus les retraités. Je remercie le président de la République d'avoir donné 270 millions de dinars, 27 milliards de dollars, qui a réservé uniquement pour les salaires, pour les retraités. C'est un souffle. Réservé, c'est presque 14 000 milliards de dinars, c'est très important comme enveloppe. La deuxième des choses, c'est que cette loi de finances s'articule sur des programmes et des objectifs qui s'étalent sur les années 2023, 2024, 2025. De l'argent qui vont vers l'aboutissement à des résultats concrets. C'est une première dans notre pays. J'espère que ça va nous amener à réaliser des résultats sur le plan socio-économique. Le volet social est préservé dans la mesure où c'est décidé dans le cadre de cette loi et par rapport à une décision politique, l'augmentation des salaires, l'augmentation aussi de l'indemnité du chômage. Parmi les mesures phares de cette loi de finances, l'importation de véhicules de moins de 3 ans avec un abattement fiscal et douanier allant de 20 à 80%. Pour les véhicules hybrides, électriques et essence. Sont exclus de cette mesure les véhicules diesel. Ce qu'il y a à relever, c'est l'importance du budget affecté pour l'exercice 2023. Nous parlons de 98 milliards de dollars, ce qui est le plus important depuis la création, depuis l'Algérie indépendante. Donc aujourd'hui, la priorité est donnée pour relever le pouvoir d'achat. Tout ce qui concerne l'importation des véhicules, ce sera des véhicules essence ou bien électriques, voire hybrides. Donc c'est un projet très très intéressant. Il y a un appel qui est fort, qui est fait envers les étrangers, donc les IDE, les investissements directs étrangers, sur lesquels il y a des facilitations. Les membres de la communauté, bien évidemment, sont concernés. Ce projet de loi de finances 2023 prévoit également la prise en charge du rapatriement des dépouilles des Algériens de l'étranger sans distinction.
Voilà, on revient donc sur le plateau. On a entendu donc les principaux amendements et ceux qui touchent principalement le volet social, un volet social préservé. Alors le projet de loi de finances 2023, on en parle avec nos invités sur le plateau. Nous accueillons Monsieur Abdelrahman Benyamina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste en finance et en commerce international. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous avons également avec nous Mohamed Achir, bonsoir. Vous êtes consultant en économie pour Canal Algérie. Merci d'être ce soir sur notre plateau également. Merci. Alors le PLF 2023 est le plus important de l'histoire du pays avec un montant de plus de 13 000 milliards de dinars, soit une augmentation de 20% par rapport au PLF de 2022. Il était nécessaire aujourd'hui d'introduire un budget de cette hauteur? Oui, c'est nécessaire du point de vue d'abord de l'investissement public. C'est-à-dire, c'est pour soutenir davantage le programme d'investissement public, et sachant que notre économie est très dépendante de l'action publique en termes d'investissement, c'est-à-dire la croissance est tirée par la dépense publique, mais aussi elle est nécessaire pour un certain rattrapage sur le plan social et même sur le plan d'investissement infrastructurel. Donc ce projet de loi de finances, effectivement, avec des dépenses très importantes, mais aussi on peut souligner une certaine augmentation des recettes ordinaires, prévisionnelles bien entendu pour 2023. Ce qu'il faut noter davantage également dans ce projet de loi de finances est un peu sa méthodologie. Donc, comme vous l'avez bien dit... On en reviendra plus en détail sur la méthodologie. On va rester sur ce chiffre d'abord avec vous, Monsieur Benyamina, les 13 000 milliards, 786 milliards de dinars, soit une augmentation de 20%. On l'a entendu à l'instant, les députés qui disaient on espère que cela aura aussi un impact socio-économique, que ces dépenses soient étudiées, que cela soit programmé, planifié, qu'il y ait des résultats. Moi, j'aimerais bien d'abord, en fait, quand on est sur une évaluation, l'État a le droit d'évaluer, de faire ces chiffres. Mais j'aimerais bien surtout expliciter ce contexte d'évaluation. Il est très important. D'abord, il y a un élément juridique que j'aimerais bien citer, que la loi de finances 2023, c'est la première loi qui est faite avec la loi organique de 2018. Voilà, c'est ce que vous voulez... oui, c'est ça. Juste la référence. Et cette approche, d'abord, on est sur le programme, on est sur l'objectif. Ça, c'est le contexte. On est sur le programme, on est sur les objectifs et on est sur les indicateurs. Deuxième élément, cette loi doit être en cohérence avec la loi d'investissement. Sinon, on a une distorsion. Troisième élément qui est important, que je ne raterai jamais de citer, c'est que la loi d'investissement, elle est sur 5 ans pour les projets prioritaires, et elle est sur 10 ans pour les projets structurants. Et cette approche de projet structurant, projet prioritaire, projet structurant Léo Plateau, oui. Au sud, là on est sur le SNAT. Donc on a une cohérence totale. Moi sincèrement, je vous le dis, si les chiffres étaient plus bas, ça m'aurait inquiété. Parce qu'à un moment donné, on se pose une question classique, simple calcul. Est-ce qu'on investit ou on continue à consommer cet argent comme on l'a déjà fait? Oui. La logique économique, le bon sens financier, on doit investir. Pour investir, on a voté une loi d'investissement. On a écrit l'histoire de l'économie de l'aménagement de territoire en 2010 et il est en actualisation. Donc, il fallait impérativement, moi je ne m'inquiétais pas pour deux choses, pour la loi de finances et les textes de la collectivité locale. Doivent être en cohérence. Donc, ce n'est qu'un chiffre et l'État a le droit d'arrêter ces chiffres. Maintenant, l'élément le plus important dans ces 13 milliards est la chose suivante, c'est qu'on a des programmes par ministère, des objectifs et des indicateurs de mesurage. Si on mesure, on peut même faire augmenter. Un autre élément qui n'est pas ma spécialité, mais il impacte la spécialité que je développe, c'est le contexte géopolitique. Oui. Madame, le contexte géopolitique, attention, on est sur un État, le président est ministre de la Défense, et on est sur un contexte géopolitique qui donne des prévisions. Au point où le Fonds monétaire international a fait des prévisions pour 2023
le baril du pétrole à 91 $. L'État a fait évaluer avec une sécurité de 30%. La loi de finances 2022 complémentaire, comme elle a partagé en coulisses, il a bien dit M. Achir, on est sur 11 milliards. Donc passer de 11 à 13, pas de souci. Un autre élément aussi, comme je l'ai dit tout au début, c'est que la loi de finances 2022 s'est basée sur la loi organique 2018 et on doit faire la 2023, prévisionnelle 2024 et 2025. On va essayer de comprendre justement quels sont les nouveaux mécanismes apportés dans cette loi de finances 2023. On parle de budgétisation par secteur, par ministère, ce que vous le disiez tout à l'heure, d'atteinte d'objectifs, d'investissement. Qu'est-ce qui va changer réellement aujourd'hui pour le secteur à venir ou pour le 2023 en tout cas? Fondamentalement, c'est toute la discipline budgétaire qui va changer. Exact. Et c'est toute la méthodologie d'élaboration du budget de l'État à tous les échelons de l'État. C'est-à-dire, en partant du bas, de l'échelon local, l'échelon intermédiaire, jusqu'au portefeuille ministériel. Donc, la loi 1815 relative aux lois organiques des finances, ainsi que l'article 50 de la loi de finances complémentaire de 2015. Bien entendu, aussi, il y a le décret exécutif 20, la loi 135 de 2020. Donc, il donne une nouvelle méthodologie d'élaboration des lois de finances pour s'adapter à une certaine modernisation, c'est-à-dire inculquer une approche rationnelle dans la gestion des dépenses publiques. Cela donc implique quoi? Implique d'abord un effort de justification de la dépense de la part de tous les ministères et de toutes les institutions publiques. Cette justification, donc, il va se faire à partir les 3 premiers mois de chaque année, à travers ce qu'on appelle les rapports de priorité de programme. Ça, c'est au niveau ministériel, c'est le secrétaire général du ministère, et toutes les institutions publiques et toutes les instances déconcentrées ministérielles doivent également préparer des programmes, c'est des portefeuilles de programmes, donc les budgétisations qui seront arbitrées au niveau du ministère des Finances, donc vont répondre directement à des portefeuilles programmes et à des objectifs avec des indicateurs de performance, c'est-à-dire chaque portefeuille ministériel et chaque administration déconcentrée ministérielle ou bien des collectivités locales doivent élaborer au niveau local des rapports de priorité de l'action et même de la sous-action. C'est la sous-action, c'est-à-dire au niveau de petits projets. Tout doit être inscrit à l'avance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces sempiternelles questions d'allouer selon les moyens qu'il y a. Tout doit être, la méthode de gestion, de calcul doit changer. Tout à fait. Donc, on calcule davantage. Oui. Peut-être qu'on ne calcule pas assez. Donc, on met les indicateurs de mesure et puis on n'est pas dans une loi de finances ou bien dans un budget qui est reconduit d'une manière automatique. Les dépenses et qui répond directement à une inscription demandée par un ministère ou bien une instance déconcentrée de l'État. Donc, il y a une évaluation avant, il y a même un mécanisme d'évaluation des risques budgétaires qui est au niveau du ministère des Finances, parce que cette loi de finances également répond à des objectifs du gouvernement et à une stratégie, parce qu'il y a une stratégie. Cela s'inscrit dans le cadre de l'action du gouvernement. Tout à fait. Voilà, c'est l'action du gouvernement. Donc, tout ce qui est inscription de dépenses dans l'équipement et dans le fonctionnement, donc répond à une politique de moyen terme. C'est pour cette raison que... C'est sur 3 ans. C'est sur 3 ans, donc 2023, 2024, 2025. Donc, c'est un cadrage budgétaire à moyen terme, mais aussi accompagné par un cadrage de dépenses à moyen terme. Donc, les deux vont marcher à la fois. Et le fonctionnement, justement, va se faire avec des évaluations permanentes des indicateurs de performance, notamment le taux de réalisation physique et financier des projets. Aussi, il faut voir les réévaluations. S'il n'y a pas de réévaluation, s'il n'y a pas de projet sur théoriquement, cela doit être, il doit y avoir plus de lisibilité dans l'action du gouvernement à travers ce projet de loi de finances 2023, puisque tout doit être inscrit, étudié, évalué à l'avance. Et à la rigueur, il y a la transparence également. Justement,
cette manière de faire le programme, en fin de compte, on va imaginer l'Algérie comme une entreprise avec 48 filiales. Et on exige... Pardon ? On est à 58. Bon, les 10 sont d'attente. Oui, effectivement, on est sur ces 58. Oui. Donc, les 48 sont opérationnels. Et bien sûr, j'espère qu'on va bien développer les 58 avec la loi de finances qui va du Haut-Plateau au sud. Donc, on est sur un grand défi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait le choix. Bon, on avait le choix, on n'avait pas le choix. On pouvait continuer à consommer, c'est ce qu'on a fait pendant des années, ou aller investir. Réellement, la richesse n'est pas créée par la consommation, mais par l'investissement. Ouais. Mais on est devant un grand défi. C'est bien de dire mesurer les indicateurs, avoir des indicateurs de mesurage. Vous savez, je partage une information qui est importante et même pour l'histoire. Le ministère des Finances, quand il développait des projets de BTPH, de routes, de ponts, il faisait des études de rentabilité, des études de maturation. Il calculait même la valeur actuelle nette, la rentabilité, tout ça se faisait. Mais comme l'a bien dit tout à l'heure M. Hachir, comment répartir ça sur les ministères? Parce qu'on ne peut pas, un ministère des Finances, c'est un ministère des Finances. Mais en fin de compte, les autres ministères actionnaires, si on prend que 3 ministères, bon, si on veut 4 parce que ce n'est pas encore lié pour l'hydraulique, on prend le BTPH, l'agriculture et l'industrie. On est sur 3 pivots, mais il y a une chose, il faut aller en extrême urgence, que les gens de l'administration centrale me permettent de dire ça, et aussi même au niveau du développement local, aller développer de la compétence dans le management de projet. C'était ma question qui suivait, hein. Là c'est pour janvier 2023, avant le temps, hein, bien sûr. Donc, aller sur parce que là on est sur le management de projet. L'histoire de l'Algérie nous a appris qu'il faut actualiser le planning, il faut les suivre. Le management, c'est une science. Les indicateurs, il faut savoir quel indicateur faire. M. Hachir parlait du développement local. Le développement local, le texte de la collectivité locale n'est pas encore actualisé, mais il ne m'inquiète pas. Il va rester en cohérence avec l'ALF, avec la loi d'investissement, avec le SNAT. Ça, c'est clair. À un degré près, on est sur la cohérence. Mais au niveau des localités, parce que si le développement local n'est pas maîtrisé, on ne peut pas remonter vers le haut. Oui. On va consommer, parce que c'est quoi consommer ces 13 milliards ou d'autres budgets? C'est quoi les consommer? C'est ne pas mesurer et on ne sait pas est-ce que je suis sur le capital, est-ce que je suis sur la rentabilité, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc au niveau du développement local, moi sincèrement, j'ai plusieurs fois, au niveau de ce plateau et ailleurs, demandé la formation et je maintiens. Mais comme ça urge, et on est dans un contexte très spécifique, au moment d'une crise mondiale, au moment où les pays n'arrivent pas à réaliser un taux de croissance, l'Algérie est en plein boom d'investissement. C'est vrai, c'est un risque, mais c'est une opportunité politique, financière et un risque à prendre. On n'a pas le choix. Donc moi je propose je fais appel au niveau de ce plateau, qu'au niveau des collectivités locales, avec tout le respect que je dois au PAPC, que je dois au Wali, on doit obliger ces acteurs locaux à avoir des consultants pour les accompagner en attendant des jours meilleurs. Oui. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a des consultants qui maîtrisent ces mesurages. Et c'est pas de la science-fiction. Hein. Et il faut juste connaître le projet et chacun dans sa discipline et pouvoir mesurer, si ce n'est que pour le BTPH, là on est sur les grands ouvrages de l'État, on est sur le budget public de l'État, on est sur l'agriculture et l'industrie. Moi je dis qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Un consultant ou une consultation collégiale au niveau des collectivités PAPC est formé en même temps, mais on n'a pas le droit à l'erreur le temps que ces gens se forment ou carrément mettre des compétences plus pointues. C'est ce qu'on disait à M. Hachir avant l'émission aujourd'hui. Il y a un problème de cadre, de compétences aujourd'hui qu'il faut mettre au service de ces ministères, de ces localités, de ces collectivités locales pour pouvoir assurer un tant soit peu ces programmes de priorité. Inévitablement, parce que maintenant, si on a une trentaine de ministères avec avec leur administration déconcentrée au niveau du wilaya, au niveau des communes, et on a environ 31 000
institutions publiques, en EPA, établissements publics administratifs et scientifiques, les établissements, les EPIC, 31 000, c'est énorme. Donc c'est énorme. Et lorsqu'on parle de cette budgétisation importante, donc il va transiter par toutes ces institutions. Donc c'est pour cette raison que ceux qui vont élaborer justement des prévisions budgétaires au niveau local, au niveau de la wilaya, au niveau des ministères, de l'administration centrale de chaque ministère, ils doivent avoir bien sûr des compétences qualifiantes pour pouvoir avoir d'abord cette nouvelle approche financière des finances publiques pour rédiger des rapports de priorité de programme ou de rapports de priorité d'action vraiment d'abord intelligibles. Ils doivent être intelligibles, faciles à lire, ils doivent être pertinents, c'est-à-dire ils ciblent réellement les projets, bien sûr avec des indicateurs de performance très objectifs, etc. Donc il y a tout un travail de formation de personnel administratif public, mais aussi du personnel qui est spécialisé en finance, parce que on a vu maintenant, on est à 13 700 milliards de dinars de dépenses, donc c'est très important. C'est vrai que il en faut encore des dépenses parce que le pays est en train de se développer. D'ailleurs, en fait, le problème n'est pas tant dans les dépenses, mais dans les équilibres après. Tout à fait. Bien sûr, bien entendu, si on prend par exemple cette loi de finances, on va la donner juste rapidement en chiffres. Donc, on a un budget global de 13 786 milliards de dinars avec des recettes budgétaires de 7 901 milliards de dinars. Là, donc, on remarque que les dépenses ont augmenté de 18,7%, alors que les recettes ont augmenté quand même de 5,1%. C'est un élément positif peut-être, c'est la fiscalité ordinaire qui a augmenté dans les prévisions de 6,6%, qui a augmenté aussi en 2022, la fiscalité ordinaire. Donc il y a un élément positif. Les efforts encore restent pour assurer plus de recouvrement. À tel point, la baisse des recettes de l'ERG en 2022, parce qu'on a augmenté les salaires à travers la baisse des RG, n'a pas impacté les recettes ordinaires de 2022. Donc c'est un élément positif quand même d'augmentation relative. C'est vrai qu'on est très loin des objectifs qu'il faut atteindre en termes de recouvrement de la fiscalité ordinaire, mais il faut continuer dans cette trajectoire. Donc je disais que les éléments de gestion budgétaire, parce que si on se réfère également au cadre général sur lequel est élaboré le cadre budgétaire moyen terme, donc il y a un objectif sous-jacent qui est la rationalisation des dépenses publiques. Il est toujours là. Donc il y a même des efforts de rationalisation qu'on retrouve dans ce projet. Dans donc c'est des objectifs parce qu'il faut encore faire des économies dans plusieurs projets. Donc, lorsqu'on parle effectivement, M. Benyamina, de management de projet, c'est très important. Si on regarde le budget d'équipement, on retrouve une inscription, une budgétisation de 322 milliards de dinars pour les réévaluations. Exact. Et la Cour des comptes, chaque année, dans son rapport, souligne justement le problème des réévaluations des projets souffrants, etc. Bon, c'est bien. Bon, je suis pour ça. Parce que nous avons. Réévaluation je suis pour finaliser des projets souffrants. On a des grands projets infrastructurels qui sont en souffrance actuellement. Il faut leur donner de l'argent pour les terminer, les achever et passer à autre chose. Mais cela, c'est un indicateur qui montre qu'il y a tout un effort à faire dans l'administration publique en termes de gestion financière rationnelle. Il y a juste un élément par rapport au chiffre de 7,9 milliards. Moi, j'ai noté quand même, c'est à peu près à 6% près, on est sur 50-50. Fiscalité pétrolière et impôts toute nature. Et là, c'est 47%, je pense. 49,94 impôts toute nature et fiscalité pétrolière, on est sur 50%. Parce qu'on est 7,9 milliards. Donc, sur les 7,9 milliards, nous avons 6,6, c'est des impôts toute nature. Et dans les impôts toute nature, on est presque 50-50. On est 49,94 et 50. Alors qu'on pourrait faire davantage pour le recouvrement. Oui, c'est bien de souligner ça. On est à 4 603 milliards de dinars de recettes ordinaires. C'est bien. On était à 3 500 il y a 2 ans. Oui, il y a une augmentation. Mais il ne faut pas oublier que
la masse salariale globale maintenant, il est à 4600 milliards. Oui. Donc on est vraiment dans Non, mais surtout, pourquoi j'ai souligné ça, c'est par rapport à l'impôt sur les sociétés. Parce qu'on est en train d'aller vers l'investissement. C'est vrai, il y a des exonérations, je vais citer un point qui est important par rapport aux exonérations. Il y a beaucoup d'exonérations. Mais il y a un point aussi qui est très intéressant au niveau de la loi de finances. C'est qu'elle prévoit, elle exige que les exonérations seront réinvesties. 30% des exonérations seront réinvesties à la limite, c'est très intéressant, à la limite de 30% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les entreprises qui ont profité de ces exonérations et ne réalisent pas du chiffre d'affaires, ils ne vont pas réinvestir. Vous savez, et ce qui est bien aussi, ce réinvestissement, 30% des exonérations qui vont être réinvesties, parmi les propositions, ce que j'ai aimé, vont investir dans les capitaux des start-up. Et là c'est un lien très intéressant. La start-up, c'est un accélérateur. Et on est sur une exponentielle de développement économique et elle sert beaucoup de secteurs. Ces exonérations, c'est une avance de l'État. Et c'est budgétisé. Parce que quand je prends pas, moi je suis État, je prends pas l'impôt, c'est que je suis en train de perdre. Mais quand on voit ce cercle économique, on a une vision intégrée qui est très très intéressante. Donc, donc je reviens aussi, c'est un élément. On est sur l'investissement. Quelqu'un qui investit après tant d'années, parce que les exonérations varient de 3, 7, 8 ans, on est jusqu'à sur 10 ans, ça dépend des secteurs et des zones. Mais à la fin, finalité, l'Algérie ne va pas disparaître d'ici 10 ans. Les gens vont commencer à payer de l'impôt. Et quand on est actuellement sur 50-50 par rapport à tout impôt, et la fiscalité pétrolière, c'est que je vois qu'on va évoluer vers ça. Pourquoi ? Parce que les sociétés vont réaliser du chiffre et vont payer de l'impôt. Et la recette tout impôt, je ne dirais pas au contraire, j'aimerais bien que la fiscalité ordinaire augmente, la fiscalité pétrolière augmente. Et on est sur ça. Et la fiscalité tout impôt augmente. Et là, on est sur des recettes très intéressantes. Donc, on a une tendance derrière. Absolument. On a une tendance d'équilibre. Et aussi, cette tendance d'équilibre, c'est surtout pour absorber un déficit qui s'est cumulé durant ces dernières années. L'idéal, ce serait de réduire un peu les recettes pétrolières, bien sûr, et d'arriver à un recouvrement plus important des recettes ordinaires. Moi, si vous permettez, ce point est très important. Oui, rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Attention sur les recettes pétrolières, moi, je ne suis pas pour diminuer. Parce que ça fluctue. Non, c'est que ça fluctue. On est dépendant du marché international. Volatile, voilà, c'est ça. On dépend de la roulette russe au niveau du marché international. On dépend des produits dérivés financiers. Les spécialistes au niveau de la bourse connaissent ça, et c'est de la roulette russe. Mais le point le plus important, recette pétrolière, c'est l'industrie pétrolière. Si on va sur la pétrochimie, on convertit notre pétrole et on reste absolument. On est toujours sur l'investissement. Bien sûr. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va parler aussi de la loi de finances qui préserve les acquis sociaux. Les dépenses des charges sociales représentent une part importante des dépenses de l'État. Donc, on a les augmentations qui vont entrer qui vont être lancées donc pour 2023. On a plusieurs autres mesures, on va y arriver très rapidement. L'aspect social a été renforcé encore une fois dans ce projet de loi de finances 2023. Tout à fait. L'État social est largement consolidé. C'est un État généreux à l'égard de l'économie. Pourquoi je dis ça ? Parce que la dépense fiscale, c'est-à-dire la dépense fiscale, c'est une fiscalité que l'État a décidé de ne pas, c'est-à-dire appliquer pour encourager l'investissement. Donc, c'est des réductions, des exonérations fiscales. C'est 448 milliards de dinars. Ça, c'est la dépense fiscale pour 2023. Donc, généreuse à l'égard de l'économie aussi pour encourager l'économie. C'est dans le cadre de la loi 2018 sur l'investissement. Mais sur le plan social, donc, on a augmenté les transferts sociaux encore pour 2023 de 557 milliards de dinars. Donc on passe
à un budget de 1927 milliards de dinars de transferts sociaux. Donc là, on a augmenté tous les volets sociaux, pratiquement tous les transferts, allant jusqu'à donc les produits de première nécessité, le maintien de tout ce qui est subvention d'énergie, les céréales, etc. Plus, bien sûr, le logement. Il faut pas, parce qu'il y a des dépenses en capital. Hein, il y a des dépenses directes et des dépenses indirectes. Oui. Donc le volet social est largement préservé et les salaires, bien entendu. Donc si par rapport à cette augmentation, il était nécessaire d'augmenter aujourd'hui. Donc l'indemnité de chômage, l'indemnité, les pensions de retraite, les retraités et les salaires. Donc on a un chiffre quand même très important. Donc, dans les charges imprévues communes de cette loi de finances 2023, donc il y a inscrit un montant très important de 1376 milliards de dinars. Donc, c'est ce budget-là qui va justement faire face à toutes les augmentations, que ce soit le point indiciaire, que ce soit la prime de chômage, etc. Donc 1376 milliards, cela veut dire que 10 milliards de dollars d'augmentation qui vont toucher directement des revenus, c'est-à-dire que ce soit les retraites, l'indemnité chômage ou les salaires. Alors très rapidement, vraiment en 2 minutes, pour ce qui nous reste encore à débattre, on ne pourra pas parler de toutes les mesures qui ont été introduites justement, on n'a pas parlé de ces voitures de moins de 3 ans, un des amendements qui a été refusé qui a été proposé par les députés, c'était celle d'importation de moins de 5 ans finalement, moins de 3 ans, et des exonérations pour les voitures hybrides électriques également, c'est aussi pour aider encore la population. Pas moins de 5 ans, ça aurait été trop lourd pour le Trésor public à supporter? Là, sincèrement, moi, je vais donner un avis un peu singulier par rapport à cette approche de voiture. En fin de compte, l'État a bien tardé pour statuer sur cela. Et moi, j'ai suivi ce point de près. Je pense que c'est des décisions provisoires parce qu'on a quand même tardé, le marché en souffre, mais l'objectif stratégique, le vrai programme, c'est aller carrément concevoir des voitures ici en Algérie, telle qu'il y a une industrie. Et ça, en attendant, on va essayer. Donc moins 3 ans, moins 5 ans. Moi, je pense que le nombre d'années tombe mal par rapport au contexte économique à l'étranger. Il y a un problème de commande, il y a un problème de disponibilité. Donc je ne sais pas, est-ce que les Algériens vont pouvoir acheter, mais ça avec les exonérations, ça va être un petit peu juste. C'est un marché fluctuant. Juste un point qui est important par rapport à ce que disait M. Achir à l'état social. Je vais dire quelque chose, je ne sais pas si les analystes vont le partager avec moi. Je vais donner 2 éléments. L'économie, c'est la prospérité. Moi, je ne discuterai jamais ces augmentations de salaire, ces gens de retraités. Parce que dans un pays où les retraités vivent mal, où les jeunes chôment, où les jeunes ne travaillent pas, on n'est pas en train de faire l'économie. Deuxième élément, c'est une information internationale que je suis de très près. L'Algérie est sur la bonne voie de mesurage. Parce que beaucoup d'interrogations ont été posées, certainement, il le sait, M. Achir, sur la manière de calculer le PIB. Il nous fausse complètement l'approche économique. Par contre, sur cette voie, appelez-le l'État social, appelez-le comme vous voulez, on est sur la vraie économie. Je m'interdis d'avoir une voiture électrique où il y a un jeune qui chante. Ce n'est pas de la démagogie, c'est de l'économie. Et c'est ça l'économie, c'est ça la prospérité. Donc prospérité, un vrai PIB. Le PIB, on le mesure sur le terrain et on ne calcule pas au bureau. Je vais garder ce que vous venez de me dire pour terminer. Oui, très rapidement, 30 secondes. Très rapidement, justement, on doit souligner quand même un budget très important pour l'équipement. Oui. C'est 4019 milliards de dinars dans lequel nous avons inscrit un programme neuf de projets de 2100 milliards de dinars. Donc c'est très important. Et les dont on ferrées, retrouve également logement, justement 11% pour les voies ferrées, 10% pour l'urbanisme, 4,8% pour le logement, la santé, l'éducation, les PCD. Important d'investir dans les infrastructures de base. Tout à fait, 340 milliards de dinars. L'éducation, un bon budget aussi. Oui, c'est ça pour les PCD. Oui. Donc il y a aussi 327 milliards pour le soutien économique dans les programmes d'investissement. Donc c'est une loi de finances qui est basée sur une approche, certes, de dépenses ou bien une approche expansionniste, c'est une approche économique. C'est un choix qui est fait par l'Algérie. Et si on continue justement à tirer la croissance par des facteurs
endogène, c'est-à-dire sans tirer la croissance de l'importation. Donc cela reviendrait avec une très bonne croissance économique à l'avenir. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat et de nous avoir éclairé sur ce projet de loi de finances 2023. Vous parliez de prospérité sociale. Eh bien, vous me tendez la perche pour passer à notre prochain thème, pour parler de crise sociale engendrée par la crise économique au Maroc, qui ne cesse de s'exacerber, poussant le peuple marocain à sortir dans la rue pour protester contre la cherté de la vie, le licenciement abusif, je vous le disais tout à l'heure, des travailleurs, la marginalisation, ainsi que dénoncer la politique répressive du Marzen. On regarde ce sujet et on revient juste après pour le débat. Ces enseignants et fonctionnaires de l'éducation qui manifestaient pacifiquement à Rabat pour réclamer leurs droits légitimes ont été brutalisés, humiliés et tabassés par les forces du Marzen. Un sit-in devant le siège du ministère de l'Éducation ainsi qu'une marche vers le Parlement ont été violemment réprimés. La Fédération nationale de l'enseignement, qui a appelé à de larges mouvements de protestation, dénonce l'attitude du gouvernement marocain qui fait la sourde oreille aux revendications des travailleurs du secteur, ce qui menace sérieusement l'année scolaire en cours. Selon la FNE, le gouvernement marocain refuse de prendre en charge les dossiers urgents qui mettent en péril l'avenir du secteur. Parmi ces dossiers urgents, la revalorisation générale des salaires des fonctionnaires, l'intégration effective des enseignants contractuels dans la fonction publique et la prise en charge de plusieurs autres questions urgentes. Autant dire que le bras de fer entre les syndicats de l'enseignement et les autorités marocaines est loin de se terminer. Pour les manifestants, la seule solution pour désamorcer la crise est de répondre immédiatement à leurs revendications. Voilà, on revient sur le plateau. Nous accueillons Monsieur Hassan Kassimi. Bonsoir, vous êtes expert en géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Nous avons également avec nous Monsieur Mourta Mediouni, spécialiste des questions sécuritaires. Merci également d'être sur ce plateau pour parler aujourd'hui de cette crise sociale qui perdure au Maroc, comme on vient de le voir dans les images. Les manifestants, majoritairement des jeunes, se plaignent des mauvaises conditions de vie, la hausse vertigineuse des prix, déplorant le déficit enregistré dans tous les secteurs, notamment celui de l'emploi. La crise persiste aujourd'hui au Maroc, Monsieur Kassimi. Oui, c'est vrai. Le Maroc subit les contre-coups d'une crise économique inédite et aussi, il faut le dire, que le gouvernement n'a pas été en mesure d'apporter les solutions économiques aux attentes des populations. Et vous devez savoir que, en matière de gouvernance, le Maroc se caractérise par une situation un peu particulière. Nous avons une monarchie un peu avec un monarque qui est pratiquement absent. Nous avons également un phénomène qui prend de l'ampleur et qui menace même la sécurité et la stabilité de ce pays. C'est le développement de manière significative de la corruption qui est en train de se développer à des niveaux très élevés, ce qui explique un peu les fortunes et ce qui sont amassées par quelques familles. Le revenu pratiquement du Maroc est partagé en une caste qui crée ces inégalités très entre proche les couches. du Marzen et qui se répartit un peu le revenu du pays. Et vous avez aussi des échecs patents, des échecs des choix en matière de développement, des choix en matière de politique publique. Et vous devez savoir aussi que le Maroc a été à un certain moment assez fort en matière de communication en essayant de vendre une image de marque qui était fausse, une image de marque du Maroc qui était fausse. D'ailleurs, ce qui explique pourquoi le Maroc avait à un certain moment bonne presse dans certaines rédactions occidentales. Mais la réalité a rattrapé un peu
pratiquement cette construction d'un pays qui est miné par, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des contradictions, par un pouvoir qui est en plein décalage par rapport à la population. Vous avez une corruption qui monte et qui se développe. Et aussi, vous avez, en matière de gouvernance, le roi a pratiquement grillé toutes ses cartes. C'est un roi qui est sans pare-choc pour la simple raison qu'il a grillé les islamistes qui avaient une base sociale très très importante. Et le coup fatal qui a été porté au mouvement islamiste marocain, c'est d'avoir normalisé les relations diplomatiques, avec l'entité sioniste. Et je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations de Atmani, de l'ancien Premier ministre. Elles sont récentes, elles datent d'hier, je crois. Et il a fait une déclaration à une télévision du Moyen-Orient disant qu'il regrettait ce qu'il avait fait et que ça lui faisait très mal au cœur. Alors, quand on entend ce genre de mea culpa et ce genre de repentance, on dit d'abord que quand on est un homme d'État, on prend ses responsabilités, et quand on n'a pas envie de signer quelque chose et qu'on nous l'impose et que le roi l'impose, on démissionne. Tout simplement. Mais là, il ne l'a pas fait. Cela prouve que c'est une mouvance islamiste qui a été un peu sponsorisée par les lobbies sionistes. C'est quand même un revers pour la politique du Maroc. Bien sûr. Et aussi pour vous dire que les mouvements islamistes ont été de tout temps sponsorisés, manipulés par les mouvements et les lobbies sionistes qui les ont utilisés. Puis, quand ils ne sont plus populaires, ils sont à la limite remplacé immédiatement. Et ce qui est arrivé au Maroc, on a fait appel à Khanouch, le Premier ministre. Khanouch, c'est un autre personnage assez troublant, et on pourrait peut-être parler du Premier ministre, si vous voulez, et de sa gouvernance au Maroc. Qui est remise en cause aujourd'hui par on pourrait dire les beaucoup de choses Marocains au sujet du Premier ministre. Alors, votre avis sur la question aujourd'hui, sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans le Maroc, crise sociale, crise économique, comme il vient de l'expliquer M. Qassimi, c'est ces mauvais choix aujourd'hui que la population marocaine doit payer? Oui, pas de politique sociale, mauvaise politique publique. Exactement, mais je le rejoins surtout. Aujourd'hui, le monde est en récession économique, donc le Maroc n'y échappe pas. Seuls les pays qui ont les capacités de faire face aux défis de demain, qui peuvent rester debout, un tant soit peu, devant cette tsunami qui frappe le monde, surtout en conséquence de cette crise russo-ukrainienne. Donc c'est tout le monde qui est touché. Malheureusement pour le Maroc, il ne produit rien. Le problème du Maroc. Il y a une crise pour l'agriculture, il y a une crise pour le tourisme. Exactement, il a vendu des images qui étaient fausses. Parce que le problème de communication, c'est vrai, il faudrait reconnaître qu'ils étaient très forts en communication. Ils ont acheté des médias, ils ont investi beaucoup d'argent dans des lobbies, d'accord. Aujourd'hui, par exemple, tous les crimes commis par le Maroc, et on parlera peut-être du problème de Melilla, des migrants qui ont été pratiquement tués à sang-froid. Donc, tout cela montre qu'il y a un lobby qui est très actif pro-Makhzen. Mais combien de temps pourra-t-il tenir? Cette crise économique, elle est tellement importante qu'aujourd'hui, on a vu la délocalisation, pratiquement la fermeture de certaines usines européennes qui est activée au Maroc. Donc, qui dit manque d'énergie et suite à la rupture des relations diplomatiques avec Alger, donc ce gaz ne va plus. C'était un gaz qui était gratuit d'abord, et qui, en plus ça, on payait pour le passage. Donc, c'était une manne financière qui était la bienvenue, et tout le monde le dit. Sans compter que sur les frontières algériennes, les frontières est du Maroc, les frontières ouest de l'Algérie, toutes ces populations, ces villes installées sur nos frontières, vivaient de l'économie algérienne. Et ça, c'était une grande bouffée d'oxygène pour le Makhzen. Aujourd'hui, les dettes qui s'accumulent sur le Makhzen ne lui permettront pas. D'abord, cette grande sociale qu'on voit, que vous venez de montrer, c'est dû aussi à la nouvelle loi de finances 2023 qui a été adoptée par le gouvernement marocain et qui rend encore plus pauvre la classe moyenne, parce que les pauvres ils sont déjà sous le seuil de pauvreté, mais il y a la classe moyenne qui a été touchée aujourd'hui, il y a les fonctions libérales qui ont été touchées, et la grande ne fait que continuer et que commencer, parce que c'est toutes les villes qui aujourd'hui ne peuvent plus, c'est asphyxié. Vous savez, il y a un véritable malaise social. À trouver de quoi manger, personne ne peut arrêter ces manifestations au Maroc. Maintenant, ils n'ont plus peur, malgré la répression qui s'abat sur les manifestants.
manifestants. On a vu l'emprisonnement d'un bâtonnier qui est connu, qui a été ministre des droits de l'homme. Donc voilà, le Maroc, il est acculé, il continue à commettre des erreurs sur erreurs. Et ça va pousser à d'ailleurs tous les spécialistes le disent, si ça continue comme ça pour ce qui est de l'économie marocaine, ce qui est de la malvie de la société marocaine, ça pourrait être une implosion du Makhzen. Maintenant, il y a les croyants qui sont sans commandeur depuis pratiquement plus d'une année. On a vu qu'il a été absent au sommet arabe, et c'était du n'importe quoi ce que racontait son ministre des Affaires étrangères. On a vu qu'il était absent à la COP27, où tous les souverains étaient présents. On a vu, actuellement, il y a un sommet qui se déroule au Maroc, c'est sur les civilisations, et il s'est fait remplacer par André Azoulay. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il n'y a pas une même mise de l'État sioniste sur le Maroc? Parce que même les décisions politiques maintenant, les décisions sur la politique internationale, on a vu les revers reçus par le Maroc sur le plan diplomatique, sans oublier, chose qui est très importante, les richesses qu'il a exploitées dans les territoires occupés du Sahara occidental, qui ont fait l'objet d'une décision de la Cour européenne de justice, mais on attend janvier pour la confirmation, et là, il va vendre justement, il va continuer certainement à prendre ses richesses, mais vous savez, la Cour de justice européenne, elle ne joue pas avec ça, et je ne vois pas des sociétés européennes se permettre d'aller récupérer ces richesses d'un territoire non autonome, et en plus de ça qu'il y ait une décision de justice. Pour l'instant, ça ne les a pas trop dérangés, il y a quand même quelque part une complicité aussi. Aujourd'hui, on regarde en image, là on regarde les avocats, il y a les tribunaux marocains qui sont en grève depuis presque une semaine, grève générale des avocats, qui dénoncent une situation désastreuse dans laquelle ils évoluent, et la campagne de ciblage sans précédent visant la corporation. Vous parlez du gouvernement d'Arhanouch, M. Qassimi. Justement, le bras de fer entre les avocats et le gouvernement Arhanouch est né d'un grand désaccord autour des nouvelles dispositions fiscales relatives à l'impôt sur le revenu des avocats prévues dans le projet de loi de finances 2023. Alors il y a des taxes supplémentaires alors que la situation elle est en crise, il n'y a pas de politique sociale, donc il y a un véritable malaise avec le gouvernement également. Vous savez, la politique qui est menée actuellement par le Premier ministre marocain Arhanouch, alors, nous permet aussi de nous poser un certain nombre de questions. D'abord, au sujet de cette personnalité qui est un peu troublante. Et il faut le dire, qu'Arhanouch, c'est un grand mania de l'industrie, un mania du pétrole, qui a plusieurs holdings, plusieurs groupes. Et on ne sait plus, ce Premier ministre, quand il agit, s'il agit en tant que Premier ministre ou s'il agit en tant que patron de ces groupes. Donc il y a des conflits d'intérêts qui soulèvent des questions de légalité au sujet de son action. Et bien sûr, il y a un certain nombre de personnes qui soulèvent un peu la légalité de ses actions, où il fait passer un peu plus ses intérêts au détriment des intérêts de la population. Maintenant, pour revenir à la contestation populaire, il faut le dire que le Maroc est au bout du rouleau. Que le fonds de réserve du Maroc est pratiquement épuisé. Il ne peut garantir que 6 mois d'importation. Et là, les solutions alternatives, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, la première au niveau de la loi de finances, c'est d'élever l'impôt. Et l'impôt, bien sûr, c'est le petit peuple. Et c'est les professions libérales, comme les avocats, qui vont payer les suppléments des prix qui sont en train d'augmenter de manière vertigineuse au Maroc. Et il y a aussi cette volonté du Premier ministre de ne pas vouloir plafonner les prix de l'énergie. Les prix de l'énergie au Maroc coûtent très cher, parce qu'il est propriétaire de l'une des plus grandes sociétés pétrolières africaines, et il se partage les revenus des bénéfices avec Total et Shell. Et là, cela se fait au détriment de la population. Maintenant, il faut le dire que le Maroc a une dette astronomique. Ils ont à peu près plus de 900 milliards de dirhams, qui correspond à peu près à 91 milliards de dollars, et ce qui représente à peu près 90% du PIB. Vous avez aussi le déficit budgétaire marocain qui a plus de 7%. Et quand on est dans ce cycle infernal, vous savez que il n'y a pas de liquidité, il y a des dépenses supplémentaires et surtout des dépenses sociales supplémentaires. Et là, quand il n'y a pas de liquidité, on fait appel bien sûr aux emprunts, au financement international. Et là, actuellement, le Maroc trouve beaucoup de difficultés
pour ouvrir des lignes de financement avec le FMI pour la simple raison que le Maroc est très mal coté par les agences, très mal noté par les agences de cotation, ce qui rend encore plus difficile la levée de fonds, ce qui rend encore plus cher la levée des fonds, et ce qui explique un peu pourquoi actuellement le Maroc est dans une austérité qui est insoutenable. Alors vous le disiez, hein, des mots très forts quand même, insoutenable, une austérité insoutenable. Vous parlez de vulnérabilité aujourd'hui de la monarchie, qui risque d'être emportée par l'implosion sociale. C'est le risque? Oui, quand on observe la scène politique marocaine, et il vient de le citer, M. Qassimi, le problème c'est où trouver les financements pour faire face et pour ne serait-ce que imposer un certain répit à ce franc social qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Là, on approche de l'hiver et vous savez que l'énergie, même les Européens en souffrent et demain, ce sera les populations européennes aussi qui vont se soulever à cause de la cherté de l'énergie. Et le Maroc, est-ce qu'il pourra, le pauvre Marocain pourra faire face? Vous savez qu'au Maroc, dans le Rif, dans les montagnes, le froid, il est dans les monts de l'Atlas, c'est un froid terrible qui s'abat en période d'hiver. Il y a eu la sécheresse, il y a le changement climatique. Oui, qui a touché le secteur agricole. Pour rendre la vie difficile aux Marocains. Donc, continuer dans cette voie par le Merzen. D'ailleurs, il n'a pas, je pense qu'il n'a pas de solution de rechange. Sinon, il aurait apaisé le franc social, ne serait-ce que pour rester au trône d'une façon un peu plus... Mais on voit que c'est un trône chancelant parce qu'il n'a plus la même mise. Et il y a une lutte, d'ailleurs tous les spécialistes le disent, et les observateurs de la situation marocaine, qu'il y a une lutte implacable pour la succession du roi. D'ailleurs même le fait que ça soit son fils s'est remis en cause, même par les membres de sa famille. Donc cette façon de faire, et lui, son absence, elle est aujourd'hui elle est confirmée. Cette absence, elle est due à une maladie, parce que sinon... il serait montré, ne serait-ce que à la coupe du Monde, du Qatar, où tous les princes et les rois étaient présents. Donc, cette absence, elle est due à une maladie, donc il y a urgence pour l'héritier du trône. Qui sera l'héritier du trône? On ne le sait pas, parce que son fils, il est trop jeune pour faire face à cette situation, mais les observateurs disent que finalement, c'est les Israéliens qui ont pris, et c'est l'État sioniste qui a pris les rênes du pouvoir au Merzen. Et preuve en est, c'est André Azoulay qui le remplace à chaque fois où il y a un événement manifestation. Important. Qu'est-ce que vous pensez justement, M. Qassimi? Est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable mainmise de l'entité sioniste aujourd'hui sur le Merzen, en plus de cette guerre de succession qui risque de fragiliser davantage Vous savez, le Maroc? Ce qui se passe actuellement au Maroc nous préoccupe pour la simple raison que bien sûr, c'est notre sécurité régionale. Et l'insécurité au Maroc a des implications sur le plan régional. Et là, les choix qui ont été faits par le roi Mohamed VI ont été catastrophiques pour le Maroc pour la simple raison qu'il a fait des choix qui sont contre nature. Au lieu de s'allier sur le plan stratégique avec son voisin l'Algérie et constituer une force économique et politique, il a fait le contraire et qui le dessert en cours de route et il la prend maintenant malheureusement à ses dépens. Et là, croyez-moi, je vous donne un exemple. La dernière réunion de la Ligue arabe, le président de la République avait officiellement invité le roi Mohamed VI, mais c'est les lobbies sionistes qui l'ont empêché de venir et de se placer en Algérie pour éviter le tête-à-tête entre notre président Abdelmajid Tebboune et le roi Mohamed VI, qui aurait pu déboucher sur d'autres perspectives de remise en cause de la normalisation avec l'entité sioniste. Donc, vous voyez que les rênes du pouvoir sont exercés ailleurs que dans le Merzen, et la succession est violemment déclarée à l'intérieur des arcanes et des circuits du pouvoir alaouite. Et là, croyez-moi, il y a plusieurs forces qui sont en train de se battre à fleur et moucheté, d'ailleurs, et en silence, pour assurer une succession. Vous avez, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, vous avez les cartels de la drogue. Les cartels qui sont tellement puissants qu'ils sont en train maintenant de menacer même la sécurité, la stabilité
de la monarchie et ils sont aussi puissants que les lobbies sionistes. Et le lobby sioniste sont bien sûr représentés par Azoulay, qui fait pour le moment d'ailleurs la pluie et le beau temps au sein du cabinet du roi. Donc vous voyez que les événements sont en train d'évoluer très vite et le Maroc est dans une situation désagréable. Quel scénario aujourd'hui imaginer? Vous parlez de sécurité régionale. Quand on entend ce que vous décrivez, quel scénario peut-on imaginer pour la suite au Maroc? Vous savez, au Maroc, sur le plan économique, pratiquement tous les clignotants sont au rouge. Cela veut dire que cela peut évoluer vers des scénarios où on pourrait peut-être aller vers des dérapages en matière d'ordre public, de stabilité publique et de paix, qui pourraient peut-être provoquer éventuellement l'effondrement quand on voit aussi l'armée n'a pas encore dit son mot. Dans ces luttes intestines, il y a des lobbies, mais il y a l'armée qui est derrière et qui a été envoyée au Sahara occidental pour se faire liquider, pour se faire tuer. Et là, le retour du boomerang peut se faire à tout moment. Et l'armée aura aussi dans ce jeu de sérail de succession, l'armée aura aussi son mot. Et vous avez vu dernièrement les purges qui ont été faites par Azoulay. Ouais. Au sein de l'armée pour éviter éventuellement le retour de l'armée sur la scène politique et pourquoi pas revenir à des scènes qu'on avait vues sous Hassan II où l'armée pratiquement a fait sa révolution de palais et qu'il a été protégé par une chance qui a fait que Hassan II a pu survivre à de tels événements d'ailleurs. Et nous sommes en train de revivre des scénarios qui sont plus ou moins identiques, mais encore plus difficiles pour la simple raison que maintenant le roi est décrié à l'intérieur et il est décrié à l'extérieur. Et le scandale du logiciel Pegasus où il a espionné un peu tout le monde, c'est un coup fatal. Et puis la crise migratoire également, parce qu'il y a un impact également sur et là, nous avons une succession de scandales qui arrivent et qui bousculent cette monarchie, qui se fragilise et qui est sur le point de s'effondrer. C'est ça, une crise migratoire qui peut être engendrée par justement un effondrement au niveau du Maroc. Donc la Méditerranée entière est concernée par ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. C'est une question de sécurité régionale. Effectivement, je voudrais juste rajouter quelque chose à M. Qassimi tout à l'heure quand on a parlé des islamistes qui étaient au pouvoir, qui ont été pratiquement liquidés du pouvoir d'une façon ou d'une autre. Mais on oublie aussi que cette... C'est eux qui ont signé en tout cas l'accord de normalisation. On leur a endossé il leur a fait signer la normalisation. Mais cette crise sociale, cette misère sociale, parce que c'est pas uniquement une crise, c'est une misère sociale. Il faut connaître le Maroc, il faut aller au Maroc. Je vous parle de ça il y a des dizaines d'années. Il faut voir les gens des zones, des vraies zones d'ombre dans quel état ils vivent, dans l'âge de la pierre. Donc cette misère sociale, elle va permettre aux islamistes, et on le sait très bien, que tous les extrémistes se nourrissent sur la misère des gens. Et on l'a vu plusieurs fois dans plusieurs scénarios. Que ce soit l'extrême droite aujourd'hui en Europe qui monte crescendo dans pratiquement pas mal de pays à cause de cette crise énergétique et qui est crise sociale en plus. Donc le Maroc aussi, les islamistes peuvent revenir en force en utilisant cette misère sociale. Et ce que disait M. Qassimi tout à l'heure, que ça pourrait aller à l'affrontement, au désordre public, ça pourrait aller aussi à d'autres actes. Et là, des risques de récupération. Sincèrement, la sécurité du Maroc, elle est menacée par des prises de position politiques qui ont été vraiment néfastes pour le Maroc. Parce que vous parlez de la Méditerranée, il a entraîné avec lui aussi une crise en Espagne. Parce qu'aujourd'hui, même Pedro Sanchez, à cause du Maroc, il est menacé dans son existence en tant que parti. La première fois dans l'histoire où le Parti socialiste, il perd l'Andalousie. Ça s'est jamais vu. C'est à cause de sa position sans revirement. La crise économique en Espagne, elle est aussi très importante après ce qu'il y a eu avec l'Algérie. Donc l'Espagne qui pouvait aider le Maroc après leurs accords tacites en matière de position politique, elle aussi, elle ne peut pas aider le Maroc. Il y a eu Melilla aussi, la crise on oublie quelque migratoire. chose, parce que des fois on se dit, tiens, mais le Maroc va ramener du gaz du Qatar ou il va ramener de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est pour le ramener liquide, le gazifier,
et le transport maritime aujourd'hui, le fret maritime, à quel prix il est. Donc tout ça va se répercuter, va impacter la vie déjà difficile des citoyens marocains. Et c'est pour cela que c'est une menace pour la sécurité régionale. Oui. Alors justement, M. Qassimi, tout à l'heure vous parliez de drogue. Dans son rapport mondial sur les drogues 2022, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avait souligné que le Maroc était à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, qui fait le pays premier producteur et exportateur mondial de cette drogue. Et l'impact de la culture du cannabis sur l'environnement et la région du Rif également, où il n'y a plus de terres agricoles, où il y a beaucoup de pesticides. Même les populations sont menacées aujourd'hui. Vous savez, la culture du cannabis dans le nord du Maroc a été encouragée par la monarchie. Vous devez savoir que ces exploitations agricoles ne rapportent pas beaucoup aux paysans et les plus grosses fortunes, ce sont les lobbies qui sont derrière. Et vous devez savoir aussi que ceux qui contrôlent les réseaux du cannabis au Maroc, ce sont les lobbies sionistes. Ce sont les lobbies sionistes qui encadrent la culture et qui encadrent la commercialisation et l'exportation. Et vous devez savoir aussi que le Maroc, actuellement, je vous cite le cas de l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et la criminalité, classe le Maroc comme étant le premier producteur mondial de cannabis. Et là, croyez-moi, que les revenus de la drogue, ce qui est encore plus grave et plus dangereux, sont recyclés dans des activités qui sont illicites. Elles sont recyclées dans le Sahel et il y a des preuves matérielles formelles où des groupes terroristes sont financés à partir des revenus de la drogue. Et là, je voudrais ouvrir une petite fenêtre sur la demande du Maroc pour intégrer la CEDEAO. Alors, la CEDEAO, c'est une organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest composée à peu près de 16 pays. Et le Maroc a demandé, il y a de cela 4 ans, pour intégrer la CEDEAO. Alors, que cache une telle demande? Si vous me donnez un peu le temps, je vais essayer un peu de vous expliquer. On a 1 minute pour clore. Toutes ces manœuvres. C'est que le Maroc, comme il tentait aussi d'infiltrer et de mettre son OPA sur l'Union africaine et ses institutions, il tente maintenant par une autre manœuvre d'essayer d'infiltrer la CEDEAO. Et pour infiltrer la CEDEAO et être membre au niveau de la CEDEAO, cela doit absolument permettre aussi au Maroc, de manière régulière, de manière légale, de recycler, de commercialiser au niveau des pays de l'Afrique occidentale où pratiquement le cannabis coule à flot, il vient du Maroc vers les pays de la CEDEAO, et là ça doit lui permettre de recycler le revenu de la drogue. Et là c'est à ce niveau-là que pratiquement les grands industriels, les grands hommes d'affaires et pratiquement les grands patrons des pays de la CEDEAO ont émis un carton rouge à l'entrée du Maroc au sein de la CEDEAO parce qu'ils ont vu arriver pratiquement le grand complot du Maroc à l'intérieur des pays de la CEDEAO. On comprend donc tout l'impact sécuritaire que cela a et sur les pays occidentaux, sur la Méditerranée et sur les pays du Sahel avec l'introduction de la drogue au niveau des groupes terroristes. Juste pour rester sur ce thème de drogue et de clore ce débat, des tentatives d'introduction de plus de 3 quintaux de kiff traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec durant la période du 9 au 15 novembre par des détachements de l'armée nationale populaire. Donc il y a toujours cette mobilisation de notre armée au niveau des frontières parce qu'il y a toujours des tentatives d'introduction de cette drogue sur notre territoire. Oui, vous savez, la drogue, c'est un moyen de guerre aussi. Oui. Quand on introduit ce genre de poison dans la société algérienne, on a vu que l'effet que ça fait de détruire toute une jeunesse. Et c'est tout à fait normal qu'ils doivent utiliser ce moyen parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Ils n'en ont pas la capacité de toucher à l'Algérie avec d'autres moyens. La fermeture, l'imperméabilité des frontières ouest, elle est aujourd'hui plus que confirmée parce qu'on voit tout ce que fait l'armée nationale populaire en interceptant ces grandes quantités. Vous vous rappelez aussi l'épisode où on jetait de la drogue sur des bateaux, sur la côte algérienne. D'accord, c'était des quantités énormes. Donc c'était voulu, c'était une stratégie.
Maintenant, il n'y a pas que la drogue. Même les produits alimentaires de première nécessité qui étaient introduits par nos frontières vers le Maroc sont stoppés aujourd'hui. Donc, pour vous dire l'asphyxie sur ce problème-là. Maintenant, je rajouterai une seule chose, si vous permettez, sur le problème de sécurité. Vous savez que les réseaux sociaux sont déterminants aujourd'hui dans toute politique des États. Quand vous avez, vous en avez parlé dans la première partie, vous avez une loi de finances comme celle que l'Algérie vient de mettre en place ou vient de voter, quand vous avez une interdiction d'augmenter des taxes pour ne pas toucher aux citoyens, quand vous voyez des prix du chômage, l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites, et en face, vous avez un peuple qui se bat pour une bouteille de gaz, ça crée justement de l'instabilité chez le voisin. Donc, donner plus de meilleure vie à sa population, parce qu'on est, vous savez, c'est comme les voisins. On habite l'un à côté de l'autre. Donc, ça fait bouger les choses, et c'est pour cela qu'il y a le Maroc accentue un peu ses attaques sur les réseaux sociaux contre l'Algérie avec la falsification des vérités, mais les revers diplomatiques sont là. Il en a parlé de Pegasus, comme aujourd'hui aussi il y a eu la déclaration du State Department et de l'ambassadrice des États-Unis pour dire que les États-Unis maintiennent toujours leur position concernant la tenue d'un référendum pour le Sahara occidental. Donc tout ça fait que le Maroc s'énerve et le Maroc peut faire n'importe quoi. Merci. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. On va passer à notre troisième thème. Donc, petit pays de près de 3 millions d'habitants au carrefour entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, le Qatar s'impose comme un des pays les plus riches de la péninsule arabique. Aujourd'hui, le monde connaît le Qatar principalement par la dimension sportive. J'invite donc, j'appelle nos invités à venir. Donc le monde connaît le Qatar principalement par la dimension sportive de son soft power. On en revient juste après le sujet pour en parler. La planète football investit le Qatar pour sacrer son nouveau roi lors du premier mondial organisé dans le monde arabe. Le Qatar a mis le paquet pour accélérer en grande pompe l'organisation de cet événement sportif mondial. 220 milliards de dollars au total est le budget alloué pour la Coupe du Monde 2022. Lignes de métro, hôtels, aéroports, routes, le Qatar se veut être à la hauteur de cet événement particulier puisqu'il s'agit du premier pays arabe à organiser la Coupe du Monde, de surcroît neutre en carbone. La compétition se jouera dans 8 stades différents répartis sur 5 sites qui sont directement accessibles en métro. Le mythique stade Losil qui abritera la clôture de cette coupe d'une capacité de 80 000 places est le plus grand des stades, suivi du stade El Bayt avec 60 000 places. Les autres stades, à savoir stade Khalifa International, stade Education City, stade Ahmed Ben Ali, stade El Toumama, stade 974 et le stade El Janoub ont une capacité de 40 à 45 000 places. Connu pour son climat aride, les organisateurs ont doté une bonne partie des stades avec un système de climatisation dont l'énergie est produite à partir de stations photovoltaïques de plus de 1,8 million de panneaux d'une capacité de 800 MW et s'étendant sur 10 km² pour alimenter les stades en électricité et réduire ainsi 26 millions de tonnes les émissions de CO2. Tout a été étudié pour faciliter la fluidité des trajets entre les stades, les lieux d'hébergement et les autres sites. Certains stades seront desservis par une combinaison de métro et de navettes, notamment de bus électriques. Par ailleurs, une grande salle de rédaction a été mise à disposition pour la presse internationale. Après 12 ans de préparatifs, le Qatar a tout misé pour assurer la réussite de la Coupe du Monde. Voilà, on revient sur le plateau avec nos invités. Nous accueillons M. Benious Fouadia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et journaliste spécialisé en sport pendant de longues années chez nous à la télévision. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Kamel Mensari, bonsoir. Bonsoir. Directeur de publication du journal Le Jeune Indépendant. Alors, la Coupe du Monde 2022 pour un pays comme le Qatar, cela signifie beaucoup de l'organiser. Cela lui donne de la visibilité au niveau mondial, mais pas que. On verra aussi les revers. Qu'est-ce que cela peut signifier aujourd'hui pour un pays que d'organiser un événement d'une telle ampleur ?
Bon, c'est un événement sur le plan déjà sportif, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour un pays, c'est rare que des pays ont cette chance-là d'accueillir une Coupe du Monde. Donc on se bat sur tous les niveaux, en coulisses, avec évidemment, il y a beaucoup de travail qui se fait en parallèle, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan relationnel, pour que le Qatar a pu arriver à ce stade et pouvoir gagner le ticket d'organiser la Coupe du Monde 2022. C'est justement grâce d'abord à sa capacité de convaincre d'abord, parce que le pays a commencé, pas aujourd'hui, donc ils ont commencé d'abord par se montrer sur le plan international. Ils ont commencé d'abord par les chaînes de médias. Le Qatar a été devenu visible grâce à la chaîne Al Jazeera en 1996. Et bien avant, avec quelque chose qu'on oublie souvent, c'est bien la compagnie aérienne Qatar Airways, qui a commencé en 1994, naissante. C'est la plus jeune, pratiquement la plus jeune compagnie de cette envergure au monde, avec une flotte de 212 appareils, dont 28 cargos, 257 destinations. C'est une publicité, c'est une façon de se déployer, d'être visible, de se montrer qu'on est capable. Et on n'oublie pas que c'est un pays d'hydrocarbures gaziers et pétroliers avec 1,7 million de barils par jour de pétrole pour une population aujourd'hui qui atteint 3 millions d'habitants, un PIB de 225 milliards de dollars en 2022 et un PIB ils ont les moyens, on va dire qu'ils avaient les moyens aujourd'hui d'organiser. Non seulement les moyens, mais en plus ils ont ramené des expertises. Ce pays-là a fait quoi? Il est petit pour devenir grand, comme on le dit. Aujourd'hui, comme on le décrit, il a fait appel à des expertises étrangères dans tous les domaines, y compris en sport, y compris il a créé beaucoup de centres de tic-tac, le stade Khalifa qui a coûté 60 milliards de dollars. C'est un stade qui aujourd'hui recèle une académie sportive, un hôpital, enfin un centre de soins et de préparation à Spitar et tout. Donc c'est un budget, c'est une volonté de se sortir de l'isolement. En 1976, lorsque le Qatar a accueilli la Coupe du Golfe, il n'y avait qu'un seul hôtel qui a accueilli les 6 délégations du pays. Ah oui, l'image a carrément changé du Qatar. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, il y a eu un revers à tout cela. C'est vrai que le Qatar a gagné beaucoup en visibilité, mais il y a eu aussi des aspects négatifs qui sont relevés par les médias étrangers. On en fait un acharnement aujourd'hui. Comment voyez-vous aujourd'hui cette compétition organisée pour la première fois dans un pays arabe, d'abord, suite à votre expérience, monsieur Wadia? C'est une première, et quelle première? D'abord un petit pays riche, d'accord, mais il n'y a pas que le Qatar qui est riche, il y a d'autres pays, mais seulement n'importe qui ne peut pas faire une Coupe du Monde parce que c'est toute une infrastructure, c'est pas seulement un stade. Là, ils en ont pas mal, et d'envergure, je pourrais dire, mondiale, même pas internationale, mondiale. C'est un des sports les plus regardés au monde. Bien sûr, et ça attire. Pourquoi? Il y a, à mon avis, une espèce de changement dans la politique. Le sport, c'est de la politique. On utilise le sport pour la politique, on utilise la politique pour le sport. Donc finalement, c'est entremêlé. Donc la politique n'est jamais loin du sport. On ne permet pas des nations qui ont été pendant longtemps dominantes sur tous les plans. On ne permet pas, ou alors très difficilement, vraiment on compte-goutte un petit pays, c'est quoi le Qatar, un petit pays de faire ça. Et ça a commencé avec le handball. Quand Kamal a dit on fait appel, ils ont fait appel, ils ont eu cette intelligence, ils ont fait appel aux experts, ils ont fait des résultats en handball. Et ils ont mis l'argent. Ils ont organisé le championnat du monde de handball en 2015. Bien sûr. Et donc cette expertise leur a permis en médecine, avec un hospital. Et c'est pas tout le monde qui fait ça. La preuve, c'est que maintenant les pays veulent organiser la Coupe du Monde, mais à 2, voire même à 3. Parce que c'est pas possible de faire autrement. Il n'y a plus les moyens. Et maintenant, le Qatar a mis la barre vraiment très, très, très haut pour faire au moins comme a fait le Qatar. Ça va être difficile à relever comme défi. Alors le Qatar a décidé de se porter candidat à l'organisation de différents grands événements sportifs de portée mondiale. Il n'y a pas que la Coupe du Monde, il vient de parler du handball, mais il y a aussi les Jeux asiatiques de 2006 qui ont été tenus à Doha, le tennis, l'équitation. Donc il y a une politique d'investir dans le sport depuis plusieurs années au niveau du Qatar. Parce qu'en parallèle, le Qatar a créé des chaînes sport d'une dimension mondiale. Oui, mais qui rachètent les
plus grand que les droits. Transformé en Bein Sport. Qui a racheté les principaux droits de diffusion. Voilà, donc il a des chaînes sportives à sa disposition, donc il peut accueillir, il peut gagner les droits, ramener les sponsors, et puis se donner plus de visibilité, il devient incontournable. En achetant le PSG, ce n'était pas juste un coup de marketing, c'était un déploiement à l'extérieur en Europe. Voilà, donc vous voyez un petit peu cette intelligence. Quand on dit intelligence, ce n'est pas simplement... On parle de soft power aujourd'hui. Intelligence dans le sens de management, pas intelligence dans le management, parce qu'il faut toujours des équipes, il faut des experts, comme je l'ai dit. Donc c'est un petit pays, la superficie de Qatar équivaut à la wilaya de Batna, donc la wilaya de Batna est un peu plus grande. Donc si on sort de Haï, auparavant il n'y avait rien, jusqu'à ces dernières années. Donc lorsque le Qatar a remporté la coupe d'Asie sous la houlette d'un entraîneur algérien, Belmadi, c'était justement pour se donner encore une présence, lui qui était attaqué par ses voisins. Donc, et ça s'est passé en Arabie Saoudite, dans un moment critique où l'Arabie Saoudite, qui est la puissance au pays du Golfe, perd en finale devant ce petit poussé. Ça lui permet de se positionner également au niveau régional. Bien sûr, on n'est plus dans le régional, on est dans le mondial. On a un pays à travers ses médias qui est en train de se déployer et qui devient incontournable. Vous avez des chaînes Bein Sport en anglais, en français, donc il devient incontournable. Auparavant, c'était C-SPAN qui contrôlait, c'est la puissance C-SPAN. Dans les médias, auparavant, c'était NBC, supplanté aujourd'hui depuis 1996 par Al Jazeera. Et pour que les Saoudiens contrecarrent Al Jazeera, ils ont créé l'Arabia. Le groupe NBC a créé là parce que l'information sur le news était importante. Mais là, il y a eu des reproches. Il ne faut pas que les intentions étaient toujours bonnes du Qatar s'agissant de l'information. Il faut revenir au fait que... Non, il n'est pas question aujourd'hui de l'information. On parle de gagner en puissance au niveau régional, en software. C'est-à-dire même quand il y a eu des tabous qui ont été brisés. Alors, monsieur, justement, Wadir, pour revenir à tout ce qui a été dit aujourd'hui sur cette capacité du Qatar à organiser un événement planétaire dans ces conditions-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'acharne contre ce pays? On ne voit pas ce qui a été fait pour l'organisation de ce mondial. Et de quelle manière? C'est de l'hypocrisie, comme l'a dit d'ailleurs le président de la FIFA, et aussi c'est des mesquineries. On n'attaque pas le Qatar sur le plan organisationnel, sur les stades, sur les infrastructures, sur les moyens. On l'attaque en disant qu'ils ont payé pour amener des supporters, alors qu'on voit que tous les stades sont pleins. Et ils sont de toutes les nationalités. Le Qatar a les moyens de sa politique, il a mis les moyens pour sa politique. Mais il a dérangé. Il dérange. D'abord, il dérange. Plus que le football, il dérange parce que c'est une puissance gazière. Alors, c'est une manière de bloquer un peu le Qatar en lui faisant des problèmes avec la Coupe du Monde. Alors on sort des tas de trucs, l'histoire du brassard de capitaine, de machin. On rentre même dans les c'est ça qu'on a obligé quelque part même les joueurs, les équipes, la population à se positionner contre le Qatar. Et les grands organismes sont internationaux qui n'ont pas encore compris que nous sommes à la veille, nous sommes au 21e siècle, nous sommes à la veille d'un changement total de ce qui se passait jusqu'à présent. C'est-à-dire que la FIFA ou le comité olympique, en suspendant des nations, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la politique, alors qu'en principe, ces organismes ne font pas de politique. On a condamné des athlètes parce qu'ils n'ont pas participé avec d'autres athlètes au nom de la démocratie à géométrie variable. De ne pas faire politique. Mais qu'est-ce que fait la FIFA? Qu'est-ce que fait le comité olympique en sanctionnant le comité olympique? Ils sont arrivés jusqu'à interdire les athlètes handicapés. Aux Jeux Olympiques, les Paralympiques, c'est grave. Mais on a vu, il y a eu même un silence pratiquement sur l'ouverture, sur tout. Exactement. On veut détourner l'attention du mondial, absolument. Pour ajouter à ce qu'a dit Ben Youssef, il y a quoi? Il y a cette
pensée qui reste toujours chez les Occidentaux, notamment les Européens, de domination. C'est-à-dire on attaque le Qatar sur des sujets périphériques qui sont la question de LGBT. Lorsque le Cheikh Tamim le droit des travailleurs, voilà. Lorsqu'il est parti en Allemagne en 2018 pour faire la promotion de la Coupe du Monde, d'un côté, et de l'autre parce qu'il était en visite bilatérale avec l'Allemagne. On ne lui a pas posé une question sur les relations allemandes et entre l'Allemagne et le Qatar. On lui a dit, est-ce que les LGBT seront autorisés à venir assister? S'il a répondu... Donc on parle de tout sauf de sport. Il leur a dit... Nous ne refusons personne, nous n'arrêtons personne, mais on voudrait que les gens qui viennent chez nous respectent notre culture. Et cette question de respect de la culture, elle n'est réductible qu'aux musulmans. Lorsque les musulmans... C'est demandé également chez eux. Attendez. C'est-à-dire, lorsque le musulman part en Europe, et on voit le discours d'Éric Zemmour, par exemple, ils disent que le musulman ou l'étranger doit se conformer à la culture. C'est-à-dire que la culture européenne ou française. C'est-à-dire que l'Européen, quand il est chez lui, il impose sa culture, et quand il va chez les autres, il impose aussi sa culture. Et c'est ça le vrai de la schizophrénie occidentale, elle se situe à ce niveau. On veut aller dans un autre pays qui n'est pas le nôtre, qui a une différente culture de la nôtre, mais on veut imposer notre culture. Et c'est ça qui est le drame. On juge pas le Qatar sur sa potentiel. Est-ce qu'il a sécurisé le mondial? Est-ce qu'il a mis tous les infrastructures à disposition? Et on pleure, il faut le dire, que c'est une bataille qui a été orchestrée partout dans le monde, y compris, on voit sur les réseaux sociaux, même comme des Mexicains, comment ils disaient qu'il ne faut pas aller au Qatar avec de telles tenues, il faut être habillé au voile, alors que c'est faux. On voit aujourd'hui, comme c'est le cas à Dubaï, que les individus sont habillés normalement, comme ils le veulent. Comment expliquer cet acharnement? C'est justement, écoutez, l'acharnement n'a pas été subi uniquement par le Qatar. Pourquoi ça fait 12 ans qu'on sait que la Coupe du Monde sera organisée au Qatar? Rappelons-nous, je vous ai dit une chose, quand une compétition sort de l'Europe, de l'Occident, les autres sont mauvais. On a fait la même chose pour la Chine. On a créé l'histoire des tortures, les Ouïghours. On a fait la même chose pour les Russes. La Russie aussi, elle a subi un acharnement. Les Américains ont dit on va boycotter la Coupe du Monde. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que ce n'est pas l'Afrique du Sud, la même chose, on a parlé d'esclavagisme, que les stades ont été construits par des esclaves, par des gens payés, sous-payés, et que ces stades-là sont devenus des cathédrales, c'est-à-dire des stades morts. C'est la même chose que subit le Qatar. Et en plus de ça, cette façon de vilipender l'arabe, elle existe depuis des années. On le voit, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Jack Sheehan, où il parle comment Hollywood a vilipendé, a fait de l'arabe, elle a fait quoi? Que c'est un désaxé, que c'est un criminel et que c'est un violeur. Les trois qualificatifs dont affuble Hollywood, l'arabe jusqu'à aujourd'hui, et le musulman. Donc c'est la même, ils sont dans la même logique. On est en train de vilipender l'arabe, enfin du Qatar, avec les mêmes substrats et la même logique qui prévaut depuis des siècles, enfin des années, à l'égard des Arabes, depuis les orientalistes. C'est ça qui reste chez l'Européen. C'est-à-dire... Mais il y a l'Européen qui est quand même frappé d'amnésie, puisque le président de la FIFA lui-même avait parlé de tout ce qu'avait fait l'Occident et pourquoi ne pas le remettre aujourd'hui et justement affaiblir uniquement le Qatar. La FIFA et le Comité international olympique ont suspendu des pays au nom de la politique, et ils en font. Et surtout ce qui n'est pas admissible, ce qui n'est pas admis par ces pays qui ont été jusqu'à présent dominateurs, c'était les colonisateurs, c'était les impérialistes, c'était le monde dominant. Alors on ne permet pas à un petit pays de mettre les moyens de s'affirmer avec ce qu'il a. Et de faire mieux. De faire mieux. Et seulement, ça fait tache d'huile. Parce qu'il y a d'autres pays qui suivent et qui ont compris qu'ils ont des richesses. Qu'est-ce qu'on a fait? On parle des Africains, ils ont pillé les richesses africaines. Et est-ce qu'on a vu des usines en Afrique, par exemple des usines d'uranium? Non. Et pourtant, ils piquent l'uranium au Niger. Et à plein. Et ça va dans un seul sens. Il y a, et surtout, un peu pour paraphraser le GIAP, c'est que
ces gens-là sont en retard d'une guerre et c'est des mauvais élèves. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que maintenant le monde est en train de changer. Le monde est en train... L'Algérie, c'est l'Algérie de maintenant, c'est pas l'Algérie d'il y a avant 62, avant même 90. C'est totalement différent. Je vous permets de discuter, je vous vends. Maintenant, on parle, par exemple, l'Europe, on dit, on va plafonner le tarif. Comment? Je vous vends le pétrole et vous allez me plafonner? Même pour le Qatar, c'est-à-dire qu'on a des relations commerciales, où les pays occidentaux ont des relations commerciales, ça ne les empêche pas de les maintenir, de commercer avec eux. C'est ça le fond du problème. Mais il ne faut pas jouer sur leur plate blanche. Alors, aujourd'hui, on met beaucoup la question du climat sur le plateau, en disant que le Qatar va émettre des millions de CO2, de carbone. Les autres compétitions mondiales aussi ont, elles aussi, émis des gaz à effet de serre. Et les compétitions à venir aussi. Alors, comment on va faire aujourd'hui? On va arrêter les compétitions internationales? Comment ça va se faire pour les pays qui doivent organiser les prochaines compétitions? Bien, je pense qu'ils... Maintenant, ils mettent en avant de faux problèmes. Les plus grands pollueurs ne sont pas ceux qui sont accusés de cela. On l'a vu, hein, la COP27 s'est terminée sur un échec. Voilà, et comme la première, d'ailleurs, comme la première, et les grandes puissances ne font rien pour. Les plus grands pollueurs, ce sont eux. Et là, le problème, c'est comment qu'un pays veut s'imposer, veut imposer sa politique, veut imposer ses moyens. J'ai les moyens, j'agis et je fais. On est arrivé jusqu'à dire, vous ne faites pas les manœuvres chez vous, vous ne faites pas chez vous, mais enfin je suis chez moi. Comment vous m'empêchez de faire ça? Pourquoi je ne vous empêche pas de faire ça chez vous? Oui, alors justement, hein, en revenant à cette question du climat, il y a eu beaucoup de choses faites au niveau du Qatar. Il y a eu des centrales photovoltaïques d'une puissance extrême, mais on n'en parle pas. Bien sûr. Le plus grand pollueur au monde, on le sait que c'est les États-Unis. Donc on parle du trafic aérien, mais on ne parle pas de ce qui a été fait. Bien sûr. En termes d'évolution technologique. Écoutez, si vous voulez connaître c'est très facile de savoir qui est le plus grand pollueur au monde. On le sait, c'est les États-Unis. Vous savez, les compétitions sportives les plus polluantes au monde se déroulent aux États-Unis. Le NASCAR, l'IndyCar, le NFL. Toutes ces compétitions-là sont génératrices de CO2. Il n'était pas présent à la COP27, hein, donc pour dire que... Pour vous dire que on ne va pas s'inscrire dans ce... On essaye, par exemple, de jeter la pierre contre le Qatar, il faut voir ceux qui ont une maison de verre ne doivent pas. C'est le proverbe. Et c'est qui s'applique aux États-Unis ou bien en français. C'est-à-dire, même si on essaye aujourd'hui, vous savez, un pays comme le Qatar qui a essayé d'utiliser l'énergie renouvelable, il est en train d'expérimenter ça. Et en plus de ça, pour la première fois, il est en train d'utiliser de la technologie. C'est-à-dire quoi? Il a fait une Coupe du Monde pratiquement digitale, dans le sens où tout se fait par application, tout se fait par... On n'a pas besoin de polluer de carton, donc tout ce qui concourt à la pollution a été les trains électriques, il y a eu les voitures électriques, et tout ça. Et en plus, il a fait participer ses voisins. L'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats et Oman pour accueillir les supporters ou les visiteurs de tous les pays qui viennent. Regardez, il y a 3 millions de billets qui ont été vendus jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2,7 millions de billets qui ont été vendus. 3 millions sont en vente, on attend la suite. Tous ces pays-là, il y a toute une logistique derrière. On ne les a pas mis dans un endroit où tout va être pollué. Et en plus, le désert, c'est-à-dire le désert, au désert, il y a toute une énergie solaire qu'on peut utiliser, donc comme le fait l'Arabie Saoudite. Alors je vais vous donner ce chiffre, le projet solaire de référence de El Kharsa, la première centrale solaire de grande envergure au Qatar. Alors je retrouve les chiffres. La centrale solaire photovoltaïque de 800 MW couvrira 1000 hectares ou 10 km². C'est énorme. Voilà. Oui, c'est énorme. L'équivalent de 1400 terrains de football. Par rapport aux ambitions d'autres pays qui sont les plus grands chiffres, c'est 3000. C'est ça le nœud du problème. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, c'est clair. C'est ce qu'ils appliquent. Alors, on trouve tout ça pour dire que c'est rien. Ce qu'ils font, on n'en parle même pas. On parle de pollution, de climat, d'émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, au Qatar, ils ne vont pas parler du gaz de schiste. Pourtant, le gaz de schiste utilise beaucoup d'eau. Il casse pour faire... Et les entreprises qui font le gaz de schiste ont été fermées aux États-Unis. Elles ont repris à l'occasion des problèmes du gaz. Là, il se trouve que le Qatar, c'est une puissance gazière. Est-ce que aujourd'hui il n'y a pas que le Qatar. Oui. Alors, vous le disiez depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, dans ce climat de tension, il est difficile de ne pas politiser le sport.
Ça a toujours été le cas. Écoutez, si on veut être objectif, donc même les Palestiniens, ils ont politisé le sport à Munich en 72 avec ce qui s'est passé. Donc on essaye tous de défendre sa cause. Quand elle est juste, bien évidemment, c'est différent. Mais là, le sport a été une occasion. Mais là, on n'est pas dans une situation de revendication. On est dans une posture de dénigrement. On est en train d'essayer de rabaisser le Qatar. Et en rabaissant le Qatar, on ne parle pas de Qatar, on parle de l'arabe. Vous voyez, même certains Africains... d'avant ici, le petit arabe, voilà ce qu'il fait, le petit arabe. C'est une expression à laquelle, en fait, c'est une campagne à laquelle ont participé certains Africains. Il ne faut pas, en Côte d'Ivoire, on a vu des vidéos qui étaient hallucinantes. On accuse, on dit au Qatar, il n'y a ni porc, ni vin, ni femme. Vous voyez, c'est cette logique-là, comme si c'était la bestialité occidentale qui revient, comme si c'était un pays qui est obligé de leur assurer du porc et autre chose. Donc c'est ça, je vous ai dit, on essaye toujours de prendre l'occidental, prend sa culture chez lui et l'exporte à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé pendant 132 ans en Algérie. On a effacé une culture et on l'a substituée à celle du colonisateur. Et cette mentalité-là qui a été héritée aujourd'hui partout en Europe et avec l'extrême droite au pouvoir dans de nombreux pays européens, cette mentalité est en train de se manifester d'une manière la plus abjecte. Et on la revoit avec ce qui se produit au Qatar. Donc il n'y a pas de logique, sportive derrière, y compris même politique, parce que les gains politiques sont minimes dans cette histoire. Il faudra clore, 30 secondes s'il vous plaît. Donc forcément, c'est pour ça qu'on s'acharne dans un pays qui a donné l'exemple, qui peut faire tout seul, et qui a eu l'intelligence, comme je l'ai dit, de profiter des expertises. Ça a été le cas des États-Unis aussi, de la Chine. Tout le monde a utilisé les expertises et la main-d'œuvre étrangère pour progresser. Monsieur Bios, le dernier mot vous reviendra. Aujourd'hui, il y a eu des polémiques concernant l'organisation de certaines Coupes du Monde, peut-être en Argentine, on l'a dit, en Russie, en Chine. Mais aujourd'hui, finalement, la Coupe du Monde se tient au Qatar et c'est ce qu'il faudra retenir, avec des infrastructures d'importance... de grande envergure. Bien sûr, mais la barre a été placée très haut. Le problème pour la FIFA et les autres, c'est de comment faire mieux, au moins comme le Qatar. Parce que personne ne le fera. Ils seront obligés d'être deux pays, par exemple, la candidature de deux nations pour pouvoir le faire. Eux, ils ouvrent, parce que la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est d'ouvrir tout au commerce international, c'est-à-dire c'est des alcools, c'est tout. Et là, il faut un petit peu, c'est une manière aussi de moraliser le sport. Restons dans le sport. Jusqu'à présent, qui est non-sport? Qui ne fait plus de sport? Ou qui fait de la politique au sport? L'Occident s'est découvert. On oublie les valeurs sportives qui devraient être l'esprit coubertin n'est plus le cas. Absolument. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Je vous laisse donc suivre les matchs de la Coupe du Monde. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.